professionnels et des gens d'affaires, nous sommes souvent des fois sollicités pour servir des facilitateurs au niveau d'opportunités d'affaires. Bien qu'il s'agisse d'une marque de considération pour nous, nous ne pouvons pas passer à côté des réalités qui sévissent notre pays, d'autant plus que les origines de cette situation que nous allons décrire cet après-midi proviennent en partie des incommensurables ressources ou des opportunités d'affaires disponibles au Congo. Martin Luther King, pour certains qui le connaissent, en tout cas je suppose que la plupart, nous nous souviendrons à la fin de tout ça, nous ne nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais surtout du silence de nos amis. Votre présence à tous ici, Congolais et amis du Congo, matérialise notre volonté commune de faire partie de la solution. Avec notre ambition de briser le silence et d'apporter un décryptage éclairant pour proposer les pistes de solutions que l'OPCC a le privilège de recevoir Charles Onana ce soir, cet après-midi. Préciser que cette conférence, comme toutes les activités du reste, vise à se doter des moyens pour nous améliorer en tant qu'individus, en tant que citoyens et aussi en tant que communauté surtout. Nous ne sommes pas réunis cet après-midi à Montréal pour faire un inventaire macabre de nos malheurs, non plus pour nous dédouaner de nos responsabilités. Si nous ne nous organisons pas, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui nous organise à sa façon. En effet, nous sommes réunis dans le but, donc je disais, d'obtenir les clés de compréhension nécessaires pour être en mesure de poser des actes adéquats pour que ce soit définitif et arrêter cette tragédie. Aujourd'hui, à la fin de cette session, de cette conférence, on saura ce qui nous retient de notre rêve, de ce qui entrave ce rêve qui est à portée de nos mains. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Albert Owen, président du Congrès des Congolais du Canada. Montréal. Madame, Monsieur, distingués invités, chers amis de la RDC et chers compatriotes, je voudrais, avant le début de cette conférence, remercier l'Organisation des professionnels congolais du Canada et en particulier son président, Franck Atata, son VP, Tam Danguier. Est-ce que vous avez déjà vu cette image-là? Il y a un petit canard qui flotte et vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe en dessous. Les pattes qui travaillent à 1000. Derrière Franck et derrière Tam, il y a une équipe. Cette équipe-là, il y a Dédi, il y a Walter. Ce sont des travailleurs qui ne s'arrêtent pas. C'est toute une équipe de travail. Donc, un grand merci à l'OPCC de nous avoir accueillis ici pour organiser cette conférence. Je voudrais aussi remercier notre conférencier, M. Charles Onana, d'avoir accepté une fois de plus, avec un très bref préavis, malgré un emploi de temps très chargé, une invitation pour une tournée canadienne qu'il a conduit hier à Ottawa, aujourd'hui à Montréal et demain à Québec. Je voudrais également vous saluer d'être venus si nombreux, distingués invités, chers amis de la RDC et chers compatriotes. Le Congrès du Congolais du Canada est heureux de tenir cette conférence en collaboration avec l'OPCC, l'Organisation des professionnels congolais du Canada. Le Congrès a vu le jour à la Chambre des communes au Parlement du Canada le 26 novembre 2005, avec l'approbation de plusieurs leaders et membres de notre communauté, afin de coordonner nos actions et d'harmoniser nos points de vue pour enfin parler d'une seule voix forte et unifiée. Le Congrès est donc une organisation représentative des organismes congolais du Canada. Il constitue un des principaux groupes de pression et sa préoccupation première est la défense de l'État de la RDC et la défense du peuple congolais. Cette conférence cadre bien avec les objectifs du Congrès. Le Congrès est une plateforme non partisane et apolitique.
Je veux dire que nous essayons d'être neutres au niveau politique. Cependant, elle est citoyenne, elle est patriotique et elle est engagée. Nous ne sommes affiliés à aucun parti politique congolais ou canadien. Je profite de cette occasion pour souligner la coordination du Congrès de Montréal. Ici, j'ai aujourd'hui quelques membres de la coordination du Congrès à Montréal, en particulier M. Ferdinand Minga, qui est ici présent. En parlant de l'état de la RDC, les élections de 2006 avaient donné un certain espoir au peuple congolais. Très rapidement, cet espoir s'est transformé en illusion. Le bilan du gouvernement au cours de ce premier mandat est catastrophique. Les institutions mises en place pour la promotion d'un état de droit au Congo n'existent que de nom. Prenons le cas du système judiciaire et le procès suite au meurtre de M. Floribert Chebeya. Un ardent défenseur congolais des droits de la personne reconnu internationalement. Ce procès n'a été qu'un procès de façade. Un des présumés responsables de ce meurtre odieux, le chef de la police nationale, le général Numbi, n'a jamais été poursuivi jusqu'à ce jour parce que la Cour n'avait pas ce mandat. Qui a donc ce mandat? Devons-nous laisser des criminels circuler librement sans aucune impunité? Nous assistons à une véritable vente à rabais du patrimoine de l'État congolais. Comment comprendre la vente de certaines concessions minières évaluées à plusieurs milliards de dollars à certains individus et amis du régime à des prix dérisoires? La négociation des contrats reliés à ces ventes se font dans le plus grand mystère. Cette pratique est encouragée par les dirigeants actuels pour ainsi institutionnaliser une corruption exponentielle. On peut donc comprendre cet enrichissement démesuré de nos dirigeants au pouvoir. Nos propres dirigeants hypothèquent sans aucun remords tout futur développement du Congo en lui privant des ressources et fonds nécessaires à son développement. Bien avant les élections de 2006, Kabila avait promis de ramener la paix au Congo. Et bien où nous en sommes aujourd'hui. La guerre perdure encore aujourd'hui dans les deux Kivu, dans l'Ituri et dans le Haut-Ouélé. Des milices financées par le Rwanda et l'Ouganda, avec l'aide de certaines multinationales, sèment l'insécurité et la terreur dans la plus grande impunité. Malgré les nombreux rapports des Nations Unies qui s'accumulent année après année, nos frères et sœurs de l'Est continuent à vivre dans cette insécurité créée hier par le CNDP et aujourd'hui par le M23. Nous, Congolais, nos parents, nos frères, nos sœurs et nos enfants, tous voulons la paix. Malgré les fraudes massives lors des dernières élections de 2011, reconnues par la communauté internationale, cette dernière est restée muette, insouciante, et continue de cautionner ce régime que le peuple n'est pas prêt à reconnaître. En parlant du peuple congolais, ce peuple congolais qui, malgré les guerres qui nous ont été imposées par des pays voisins belligérants, ce peuple qui a perdu plus de 5 millions de sa population suite à ces guerres et aux séquelles de ces guerres. Ce peuple congolais qui lutte jour après jour pour sa survie, l'amélioration des conditions de vie, alors que les richesses du pays sont spoliées et ne lui profitent pas. Peu importe le gouvernement en place au Congo, peu importe le parti politique ou la coalition au pouvoir, le Congrès dénoncera toujours avec vigueur les injustices sociales. Nous ne pouvons accepter que les jeunes garçons et les jeunes filles ne puissent aller à l'école car leurs parents n'ont pas les moyens financiers. Nous ne pouvons accepter que la grande majorité de nos compatriotes congolais ne puissent bénéficier d'aucune couverture médicale alors que nos députés peuvent se faire soigner à l'étranger. Nous ne pouvons accepter que nos professeurs d'université ne touchent qu'un salaire miteux de 300 $ par mois alors que nos députés touchent des salaires de base de 6 000 $ par mois en plus d'autres allocations. Nous ne pouvons accepter que nos militaires ne puissent avoir de quoi manger lorsqu'ils sont envoyés au combat et que leurs familles à l'arrière soient laissées à elles-mêmes, sans aucun revenu, alors que nos généraux se construisent des hôtels et des villas à Kinshasa. Notre combat, nous croyons en cette liberté d'expression et estimons que nous avons ce devoir patriotique d'information, de vulgarisation, d'éveil des consciences pour qu'enfin nous puissions bâtir un état de droit dans un pays où il fait bon vivre et la sécurité des personnes et de leurs biens serait assurée.
Nous croyons aussi que ce devoir individuel de liberté d'expression que nous avons a également des limites, car nous avons également ce devoir du plus grand respect d'une opinion qui n'est peut-être pas la nôtre. Je suis convaincu que cette audience de Montréal nous montrera toute sa maturité politique. À un argument, ayons le courage de présenter un contre-argument et non une insulte. Nous avons aujourd'hui à Ottawa cette opportunité unique d'accueillir M. Charles Onana. À Montréal, chers amis. M. Charles Onana, auteur et journaliste d'investigation de renommée internationale, qui vient nous parler de son dernier livre, Europe, crime et censure. Je voudrais encore une fois remercier l'OPCC de nous avoir accueillis. Je vous remets la parole. A déjà répondu. Alors Charles Onana va vraiment aller dans le vif du sujet. Il va essayer de décortiquer un petit peu les enjeux qui sont auxquels on s'intéresse. Il va y aller en profondeur. Alors, s'il vous plaît, évitez de poser des questions auxquelles il a déjà répondu. Et si c'est le cas, je vous arrêterai. On passera à la prochaine personne. Alors, on va essayer de prendre des séries de 3 questions. Je me promènerai avec le micro et puis vous poserez vos questions et M. Onana y répondra. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Dédi Bilamba. Alors, Dédi est le représentant de Friends of the Congo, ici au Canada. Il va essayer de mettre un petit peu en perspective la position du Canada, ou du moins le rôle que joue le Canada dans ce je dirais, je ne vais pas utiliser le mot complot encore parce que on y arrivera peut-être plus tard, mais il va essayer de nous mettre en perspective le rôle du Canada au sujet de ce qui se passe au Congo. L'objectif, c'est je pense qu'il est très très important de faire un lien avec la situation au Congo et le Canada, dans la mesure où M. Nana va nous faire un tableau plus large. L'objectif de la conférence, c'est d'avoir des outils et passer à des actions. Donc on va vous en parler très rapidement. Donc comme Gisèle vous l'a dit, moi je représente l'organisation Friends of the Congo, donc les Amis du Congo, créée aux États-Unis, et donc je suis le représentant avec différentes personnes comme Gracia peut te lever s'il te plaît pour contre-père. Voilà. Et Patrick Bécon qui a écrit le livre Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, mais il est pour des conférences en France, donc c'est normalement lui le porte-parole. Donc rapidement, le thème de la conférence, c'est donc génocide au Congo, chronique d'une tragédie occultée. Je tenais, avant d'aller plus loin, à faire comprendre que le sujet dont on parle aujourd'hui, si je veux vous parler du Congo, par rapport au Canada, où nous sommes, c'est que c'est un réel sujet et pas une volonté de notre part de donner de nos responsabilités. D'ailleurs, je vous présente ici une série d'ouvrages qui ont été publiés sur le sujet. Vous verrez que le livre d'Alain Delon, Noir Canada, donc, a été retiré de la vente. Vous pouvez le trouver que sur Internet. Donc comprenez bien le sujet. Un livre retiré de la vente. Bon, c'est particulier. Pour continuer, je tiens tout de même à remercier, à citer le fait qu'au Québec, au Canada, il y a tout de même des amis qui parlent de la situation. Donc là, vous avez par exemple Isabelle Hatché qui avait parlé de la situation du jugement de Hamville versus Kilwa dans le journal Métro avec Antoine Char et avec Isabelle Maher dans le journal de Montréal. Donc oui, on va parler d'une situation occultée, mais on reconnaît les gens qui travaillent dans ce sens-là, et on tenait à le dire. On a des organisations, on a la possibilité de parler dans certains médias de temps en temps. On a des organisations solidaires comme la CSN qui nous donne une plateforme pour rejoindre toutes les personnes solidaires. Donc là, c'était une conférence qu'on avait organisée le 16 octobre. La représentante du comité Solidarité Internationale, donc de la CSN, est présente ici. Donc si tu peux te lever s'il te plaît pour qu'on puisse te repérer. Michel de la CSN, donc tout ça c'est pour vous, c'est très très important. Je fais ce travail-là pour ne plus avoir à répondre à la question des oui mais vos responsabilités, on les connaît, on reconnaît les gens qui nous appuient, c'est fait, on passe à autre chose, c'est bon? Ok. Donc maintenant c'est ça, donc ça c'est d'autres organisations qui travaillent dans ce sens-là, notamment sur les questions des violences sexuelles faites aux femmes. Donc je tiens vraiment à remercier toutes ces organisations qui sont sympathisantes et solidaires. De toute façon, le Mumba disait nous ne sommes pas seuls. Donc pourquoi parler du Canada? Très souvent, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a du mal à attirer la sympathie parce que les gens pensent que c'est juste une situation, une guerre civile, une guerre tribale, on nous parle de rébellion, etc. Et c'est important que nous corrigeons ce média mensonge. Okay, c'est pas une guerre, la guerre n'est pas due au fait d'ethnie, ni parce qu'on ne s'entend pas avec nos voisins, nous personnellement.
tout ça, c'est un lien direct avec la bourse de Toronto. Peut-être que certains sont surpris, mais on va en parler très très rapidement. Okay? Donc, ça par exemple, c'est dans le cadre d'un document, une enquête très très fournie de la part d'Agnès Gruda et Isabelle Haché, donc qui nous présente les choses comme si. Je vous laisse lire 5, 4, 3, 2, 1. Je passe à autre chose, sinon Gisèle va me... Rapidement. Dans le cas qui a opposé la maison d'édition Éco-Société, dont l'auteur Alain Donneau avait écrit le livre Noir Canada, donc vous savez qu'il avait été attaqué par Barry Gold. Le livre a été retiré. Dans le cadre de l'entente, Aaron Regent, donc l'ancien président de Barry Gold, disait que l'une des raisons principales des conflits au Congo était la présence de ressources minières, dont l'or. Okay? Donc, les gens de l'industrie eux-mêmes le reconnaissent et le disent. Donc, ne nous faisons pas avoir et allons, mettons les pieds dans le plat. Okay? Donc, de toute façon, si nous, on ne s'intéresse pas aux compagnies minières, ben, elles s'intéressent à nous. Vous avez le cas, par exemple, il y a quelques semaines, le 21 novembre, en plein mélodrame M23, sur mining.com, ils parlaient du sujet et ils parlaient de l'éventualité de la destitution du président, du pseudo-président Kabila. Je ne sais pas comment il s'appelle en fait, mais bon. Donc, si on ne s'intéresse pas à eux, sachez qu'eux s'intéressent à nous. Donc c'est vraiment important qu'on ait ça en tête. Donc rapidement, très souvent quand on nous parle de la situation au Congo, oui, il arrive qu'on parle d'industrie minière, mais on nous montre souvent un pauvre petit mineur qui travaille à la main. Non, c'est des grosses industries. C'est très important. Et d'ailleurs, c'est bien entendu, il y a une complicité du régime en place. Donc oui, malheureusement, il y a des travailleurs qui travaillent, des enfants qui travaillent de manière inhumaine, mais c'est une très grosse industrie qui a une finalité à la bourse de Toronto en particulier. Pourquoi je vous parle de la bourse de Toronto? Parce qu'en fait, la bourse de Toronto, en fait, c'est la place principale de l'industrie minière. À peu près 75% des compagnies minières au monde sont enregistrées à la bourse de Toronto. Donc ça, c'est les documents du TSX qui en parlent très précisément. Et là, hop, ok, donc là, bon, écoutez, c'est parti. J'avais une slide qui parlait de leur application en Afrique. Donc c'est très important. Ok, donc si je récapitule rapidement, Aaron Regent, le président de Barry Gold, nous précise que l'un des principaux motifs des conflits, c'est la présence de minerais. Et il rajoute que la présence de multinationales, de compagnies multinationales peut avoir des conséquences sérieuses et imprévues. Sérieuses, génocide, imprévu, des viols de masse. Okay, donc il y a un lien direct. Donc quand on passe à la suite, donc ça on l'a vu, Donc ça, là, vous avez une liste des compagnies minières qui sont présentes au Congo. Okay, vous avez la liste ici, tout en bas, vous voyez qu'il y a une compagnie qui s'appelle Anvil Mining. Anvil Mining, en fait, en 2004, très rapidement, Anvil Mining avait fourni des moyens logistiques à l'armée congolaise, le FRDC, qui avait commis un massacre dans le village de Kilwa. Les habitants du village de Kilwa avaient refusé de partir parce qu'il y avait un gisement qui avait été repéré. Ils avaient refusé de partir et ils ont été matés. Et Anvil Mining avait fourni des moyens logistiques pour le faire. Malheureusement, donc les familles se sont constituées pour essayer d'attaquer Anvil Mining ici au Canada, vu que c'est une société montréalaise. La Cour de justice du Québec a refusé, la Cour d'appel du Québec a refusé, et la Cour suprême de justice du Canada a, à votre avis, refusé. Voilà. Donc, voilà le circuit, rapidement. Donc, le Congo, la présence de militaires, les minerais sont extraits et ne sortent pas du Congo, mais du Rwanda. Donc, Rwanda, premier exportateur de minerais, même s'ils n'en ont pas. C'est construit, c'est raffiné, notamment au niveau des cellulaires. Faites attention, très souvent vous voyez sur internet des campagnes qui vous parlent des cellulaires. Ça, c'est des campagnes qui sont faites par les personnes qui sont de l'autre côté, contre nous. Pourquoi? On vous parle de Apple et Nokia, mais Apple et Nokia ne sont pas au Congo. Ceux qui sont au Congo, c'est les compagnies dont on vous a cité. Donc tout ça, c'est des méthodes qui servent à nous détourner un peu. Donc soyons très vigilants et ne faisons plus diffuser des campagnes de End of Project, des campagnes Comme vous voyez Ben Affleck est très clairement, comment dirais-je, l'attaché de presse de Africom. Donc quand vous voyez Ben Affleck, Jendayi Fraser, Herman Cohen, quand vous voyez des gens comme ça, ne diffusez rien quand ils parlent du Congo, c'est le contraire, s'il vous plaît. Si vous le faites, Gisèle va vous engueuler. Donc que faire?
Donc justement, Yves Boisvert en parlait récemment par rapport à l'affaire Anvil Mining versus les familles de Kilwa. Que faire? Vous voyez que je cite beaucoup la presse parce que comme ça, si on m'attaque, je dirais que j'ai cité d'autres personnes. Non, c'est sérieux. C'est sérieux parce qu'il y a des gens dans notre équipe qui pourraient être passés sur Al Jazeera face aux gens du State Department ont subi des tentatives d'empoisonnement. Comment il s'appelle, Patrick Bepo, donc, qui a écrit son livre, est sous surveillance de la GRC et reçoit des menaces de mort, donc c'est très simple. Et monsieur Onana, je pense que s'il a plus de cheveux, c'est juste un style, mais je peux vous dire que c'est vraiment sérieux. Donc, que faire? Ici au Canada, je dis bien au Canada et pas au Québec, il y a une loi qui est présente, qui va être votée, qui est présentée par Peter Julian, donc du NPD. C'est la loi C-323. L'objectif de cette loi, c'est de faire en sorte que toute action contre les droits humains commises par des compagnies canadiennes à l'étranger puisse être jugée ici. Okay. Si on avait eu ce cadre juridique, on aurait pu espérer que le cas des familles de Kilwa puisse être jugé ici. Donc, il y a une campagne actuellement qui s'appelle Pass the Bill, qui est lancée. Donc vous pourrez, à la fin de l'événement, voir Gracia qui pourra donner des informations. Laissez-nous vos coordonnées si vous voulez participer à appuyer le passage de cette loi. Que cette loi passe ou ne passe pas, nous devons montrer à nos ennemis que nous nous intéressons à ça et pas à 3-4 députés qui ont un hôtel à Kinshasa. Ok? Vous êtes avec moi? Ok, parfait. Donc ça c'est au niveau législatif, et en termes d'action sur le terrain, pour terminer, il y a une action qui s'appelle Somba Zongisa. Donc on vous a parlé du lien entre l'industrie minière et le Congo, notamment l'extraction du coltan, un minerai que l'on retrouve dans nos appareils électroniques comme les cellulaires, les MP3, etc. On a lancé une opération qui s'appelle Somba Zongisa, qui veut dire achète, rapporte. La démarche c'est quoi? Vous voyez tout ce qu'on est ici là. Okay. On se donne un jour, on va dans un magasin, admettons Future Shop, j'espère qu'ils ne sont pas là, rapidement, on achète un produit, un MP3 par exemple, on l'achète de l'autre côté, on se donne rendez-vous le même jour, le même heure, dans le même magasin, et on va se faire rembourser tous en même temps. Ok? Ça boule dans la tête là. La démarche c'est quoi? La démarche c'est d'avoir un impact direct sur le circuit, ce circuit macabre dont nous sommes la finalité. D'accord? Donc si vous êtes intéressé, on prendra vos coordonnées, on vous annoncera la prochaine opération. Malheureusement, il faut le faire ça de manière très très discrète. Donc c'est ça. Donc vous comprenez le lien rapidement. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut s'organiser. On s'organise comment? Par exemple, il y a des combattants de Montréal qui font des marches avec plein d'autres Congo. On fait des conférences. Il y a des jeunes qui sont partis devant la place Ville-Marie, devant le siège d'un Ville Mining pour faire un happening. Et par exemple, on a su mobiliser les étudiants de Concordia qui ont créé un programme dans l'université qui s'appelle le Conflict Free Campus, qui oblige l'université, lorsqu'elle achète du matériel électronique, à demander la provenance en fait. Même si c'est symbolique, c'est important de le faire parce qu'il faut qu'ils sachent qu'ils sont dans la lumière désormais. Voilà, donc là, pour terminer, on a un film documentaire sur lequel on est en train de travailler depuis un peu plus de 2 ans. Ça coûte très cher. On ne demande pas de soutien institutionnel parce qu'on veut être indépendant. Donc, ce film, l'objectif, on a une bataille aussi médiatique, ok? Et ce film, l'objectif, c'est qu'il soit diffusé au cinéma et qu'on puisse avoir un outil qui parle avec notre langage et qui dénonce les vraies choses. Donc ça fait partie des choses pour lesquelles vous pouvez vous impliquer en nous soutenant. Vous n'avez pas le choix d'ailleurs. J'espère que vous êtes inspirés et qu'à la fin de cette conférence, vous allez peut-être participer à l'une des campagnes l'une des campagnes que Dédi nous a présentées. Alors on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter M. Charles Onana, que vous connaissez déjà. Alors Charles Onana est un journaliste d'investigation d'origine camerounaise, diplômé de la Sorbonne en anthropologie juridique et de l'Institut des Relations internationales de Paris. Il est connu pour son travail pionnier sur le rôle des Africains durant la Seconde Guerre mondiale dans l'armée du général de Gaulle et ses enquêtes retentissantes sur les conflits armés en Afrique. Considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de la région des Grands Lacs, il est l'auteur d'ouvrages de référence sur la géopolitique africaine. Alors, M. Onana vient de publier un livre intitulé « Europe, crimes et censure au Congo ». Alors, dans cet ouvrage, M. Onana dévoile la face cachée de la diplomatie européenne dans la région des Grands Lacs. Sans plus tarder et sous vos applaudissements, je vous présente M. Charles Onana. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je reviens à Montréal pour pouvoir
m'entretenir avec vous sur le dernier livre que j'ai écrit sur le rôle et l'action de l'Union européenne dans les Grands Lacs de manière générale, et surtout la façon dont la censure a été organisée sur le dossier du Congo. Écoutez, depuis quelques années, je travaille dans cette région, pas vraiment par plaisir, parce que j'aurais préféré travailler sur des questions purement historiques, ou des questions d'anthropologie qui ne sont pas toujours dangereuses, qui sont des questions sur lesquelles on peut passer beaucoup de temps et beaucoup de tranquillité à explorer, à étudier, à analyser. Dans le cadre de la région des Grands Lacs, depuis 1999, j'ai commencé à travailler notamment sur le Rwanda et surtout sur l'attentat du 6 avril qui a déclenché les événements. Eh bien, ma vie a effectivement changé parce que je ne mesurais pas l'ampleur de la situation et surtout les ramifications qu'il y avait derrière cette affaire. Je ne voyais que le silence qui entourait la mort et l'assassinat de chefs d'État africains et l'ensemble de l'équipage français qui gérait le Falcon 50. Donc, lorsque j'ai commencé cette enquête, je pensais tout simplement qu'il y avait un silence autour de l'assassinat des chefs d'État. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans mes investigations, je me suis rendu compte que les choses étaient un peu plus compliquées que cela, qu'il y avait énormément d'enjeux et que finalement, les enjeux de cette question n'avaient pour finalité et surtout pour objectif la République démocratique du Congo. C'est pour cela que lorsque je faisais ce livre, j'avais réservé un chapitre à l'intérieur qui était intitulé Kagame et la guerre des diamants au Congo. À l'époque, les diamants étaient en quelque sorte les matières premières qui, comme on venait de le dire, qui intéressaient au premier chef le Rwanda. Mais très rapidement, le Rwanda a commencé une campagne dès 1994, et c'est très important, pour que vous sachiez que ce qui se passe au Congo aujourd'hui, dès 1994, la machine était en marche. Et comment elle était en marche? C'est que, après l'attentat du 6 avril, évidemment, ce qui se passe au Rwanda, ce n'est pas un génocide, contrairement d'ailleurs à ce qu'on dit, on peut discuter de savoir effectivement si ce qu'on appelle génocide est effectivement autre chose, ou alors ceux qui sont censés avoir organisé le génocide sont plutôt les victimes du génocide. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois que l'avion du président Habyarimana a été abattu, la guerre a été déclenchée dans la nuit du 6 au 7 avril. Le lendemain, 10 casques bleus belges ont été assassinés et l'Union européenne, la communauté internationale a décidé de se taire. Il y avait un général canadien qui commandait les troupes de l'ONU, qui s'appelle le général Dallaire, qui est devenu sénateur aujourd'hui, m'a-t-on dit, et qui a été célébré dans ce pays comme un brillant et talentueux officier supérieur de l'armée canadienne. Je pense qu'il y a des généraux canadiens infiniment plus talentueux que M. Dallaire. Malheureusement, ce n'est pas toujours les gens de ce calibre qu'on essaye de promouvoir. Mais cela dit, M. Dallaire a disparu, d'après ce que m'avait dit son chef, entre 20h30, le moment où l'attentat a été commis, jusqu'à minuit pratiquement, il était introuvable. C'était le commandant de la force. Il n'a jamais rédigé un rapport circonstancié de cet attentat, puisque le rôle de la MINUAR à Kigali à ce moment-là était d'assurer la sécurité. Et surtout, là où l'attentat a eu lieu était sous l'autorité et surtout de la MINUAR, et la sécurité de l'aéroport était intégralement entre les mains des forces des Nations Unies et surtout sous la gestion du général Dallaire. Le général Dallaire n'a jamais eu le temps de s'exprimer longuement, largement sur cet attentat, comme on l'a entendu pérorer régulièrement sur le génocide. Or, je pense quand même que cet événement, qui est reconnu comme l'événement déclencheur des événements, aurait dû faire l'objet plus que d'un commentaire civil, comme il l'a fait. Mais ce que je voulais vous dire à cet effet, c'est que dès lors où l'attentat est fait et que les opérations sont engagées, il va y avoir dès le mois de juillet ce qu'on a appelé l'opération turquoise. Donc,
si tu peux mettre des cartes, donc vous allez voir que l'armée française, qui est sommée par le gouvernement rwandais de quitter Kigali, puisque à ce moment-là, les Français soutiennent les Hutus, mais les Américains, dont on ne parle pas beaucoup dans la crise rwandaise, soutiennent la rébellion Tutsi, puisqu'il s'agit effectivement d'une bataille géopolitique entre la France et les États-Unis. Donc cette bataille va être déportée très rapidement sur le Congo. Et c'est pour cette raison que dès 1994, l'armée française interdite de séjour au Rwanda est obligée, pour sauver les populations civiles qui sont de plus en plus repoussées vers l'est du Congo, eh bien l'armée française organise ce qu'on a appelé l'opération turquoise, mais qui n'était pas une initiative purement française. C'était une initiative des Nations Unies qui avait été soutenue par l'ancien secrétaire Boutros Ghali. Et les États-Unis ont soutenu politiquement cette initiative, mais ils se sont abstenus d'y apporter un soutien logistique et financier. Parce que, disait-il, il n'y avait pas suffisamment de moyens pour mobiliser les troupes à ce moment-là. Donc, la France est obligée d'organiser cette opération de sauvetage ici. Donc, contrairement à ce que le gouvernement rwandais avait dit que les Français soutenaient, défendaient les génocidaires, etc., c'est que pendant toute la période entre le mois d'avril où l'attentat a lieu jusqu'au mois de juillet, les Nations Unies ne bougent pas. Il n'y a personne qui a envie de sauver les vies humaines qui sont menacées par les troupes de Paul Kagame, qui est en train de s'emparer du pays. Si je peux avoir la deuxième carte, s'il vous plaît. Alors, vous allez constater sur cette carte qu'il s'agit effectivement des principaux camps de réfugiés. Donc, vous avez près de 900 000 Rwandais qui sont en train de se déporter vers le Zaïre. Donc, vous avez là, par exemple, un total d'environ 1 300 000 personnes qui se retrouvent au Zaïre. Mais vous avez surtout, quand vous voyez les flèches roses, ce sont les réfugiés Tutsis, donc, ou les citoyens Tutsis qui ne sont pas nécessairement des réfugiés, qui partent du Burundi, qui partent de Tanzanie, qui viennent de l'Ouganda, et certains qui sont à l'est du Congo, qui traversent et qui rentrent vers le Rwanda. Mais pourquoi? Et au même moment où cela se passe, vous avez les camps de réfugiés Hutus qui sont en marron. Vous voyez très bien, les Hutus, pour un rappel, pour ceux qui ne savent pas, constituent quand même 80% de la population au Rwanda. Donc tous ces gens sont en train d'être déportés vers l'est de la République démocratique du Congo. Et dans le même temps, les Tutsis viennent, parce que vous en avez au Burundi, vous en avez en Tanzanie, vous en avez en Ouganda, puisque Kagame lui-même et l'OFR, l'armée patriotique rwandaise, donc la rébellion Tutsi, était venue d'Ouganda. Et donc tous ces gens vont revenir à l'intérieur du pays. Ils constituent, d'après ce qu'on dit, 14% environ de la population. Ces gens vont revenir et la majorité de la population va sortir complètement du Rwanda. Donc vous voyez très bien, quand vous regardez les chiffres et que vous voyez le positionnement de ce qui est en train, la configuration que vous allez avoir par la suite par rapport au Congo, il est clair que dès cet instant-là, on vide quasiment le Rwanda sous la pression militaire pour que ces gens se déversent à l'est du Congo, et par après, on prendra prétexte pour pouvoir intervenir là-bas. Deuxième carte. Vous voyez également, vous avez là la liste de toutes les ONG qui sont présentes sur le terrain. Donc dès lors où la campagne de l'armée patriotique rwandaise, donc la rébellion Tutsi, va être déclenchée, eh bien toutes ces associations humanitaires qui sont présentes au Rwanda vont rentrer dans le silence. C'est-à-dire que ces gens qui savent très bien ce qui est en train de se passer sur le terrain à ce moment-là, eh bien, il n'y a plus grand monde qui va essayer d'apporter une information contraire à la version officielle qui va s'imposer. Et quelle va être la version officielle? La version officielle va consister à dire que, eh bien, la minorité Tutsi a été victime d'un génocide, d'une extermination par les Hutus, donc les rebelles, les miliciens Hutus et l'armée gouvernementale. La prochaine carte, s'il vous plaît. Bon, alors là, ça devient intéressant. Donc, sur cette carte, vous avez le drapeau canadien, britannique, néo-zélandais et américain. Ce sont
des unités qui se trouvent à Kigali au moment des événements. Pour être très précis, je dois vous dire que nous sommes le 29 août 1994, c'est-à-dire en plein massacre, en pleine guerre, et donc, si on veut paraphraser le discours officiel, en plein génocide. Donc, il y a des unités, toutes ces unités américaines qui sont là. En haut, vous allez voir ce qu'on appelle les unités américaines support hope. Support hope, soutenir l'espoir, je ne sais pas quel espoir, parce qu'il y a un génocide à ce moment-là. Mais les Américains qui nous disent au mois de juillet qu'ils ne peuvent pas participer à une opération humanitaire au Rwanda, puisqu'ils n'ont pas suffisamment de ressources, organisent une opération humanitaire au même moment, avec une petite unité de l'armée américaine qui se trouve directement à Goma. Et à Goma, là où vous voyez là, c'est ce qui reste, le résidu de ce qui reste de l'armée gouvernementale rwandaise, Hutu, qui a déserté le pouvoir, qui fuit avec les réfugiés et qui se retrouve à Goma. Donc à ce moment-là, vous avez quelques éléments de l'armée américaine qui s'y trouvent. Et puis, vous avez effectivement des unités de l'armée britannique, l'armée néo-zélandaise et l'armée canadienne, mais personne ne fait allusion à ces unités de ces différents pays. Pourtant, dès 1994, ces gens sont déjà positionnés là. La carte suivante, s'il vous plaît. Alors, là, ça devient beaucoup plus intéressant, parce que nous sommes le 9 août 1994, donc les petites enveloppes que vous voyez là, c'est le quadrillage militaire de l'armée patriotique rwandaise. C'est-à-dire que la rébellion Tutsi, ou les Tutsis qui sont en train d'être exterminés, je fais la différence entre les populations civiles Tutsi et la rébellion Tutsi. La rébellion Tutsi, qui va devenir porte-parole des victimes du génocide Tutsi, ont cette puissance militaire. Ils ont réussi à vider complètement le pays de la majorité de la population. Ils ont renforcé les troupes, comme vous voyez à Goma, Gisenyi. Vous avez en haut là-bas une petite poignée de la GSP, la garde présidentielle du président Mobutu qui se trouve là. Et vous avez environ 12 000 hommes de ce qui reste de l'armée gouvernementale Hutu qui était à Kigali, donc qui a fui vers l'est du Congo. Vous avez à Bukavu également une présence des troupes militaires rwandaises. Et puis surtout, vous vous rendez compte que entre Byumba et Tumba, vous avez une unité de l'armée britannique. Et à ce moment-là, personne n'ose dire ce que ces gens sont en train de faire à cet endroit. Ils ne sont pas dans une mission humanitaire, si je comprends bien. Donc, la carte suivante, s'il vous plaît. Alors là encore, ça devient très intéressant parce que vous vous rendez compte que on est dans cette configuration. Eh bien, l'armement des phares, les phares sont donc, les forces armées rwandaises sont regroupées à Goma, et toujours avec leurs 12 000 hommes. Vous avez toujours toutes les enveloppes là qui correspondent à la position du FPR, donc l'armée patriotique rwandaise. Vous avez les forces zaïroises, vous avez la gendarmerie zaïroise qui est constituée de 6 000 hommes à peu près là. Un petit matériel donc des forces armées rwandaises qui se trouve pas très loin de Bukavu. Et puis surtout, vous avez le détachement américain Support Hope qui est constitué de 1490 personnes, donc 900 soldats basés en TB en Ouganda. Vous avez 330 personnes, 330 soldats américains qui sont à Goma, et vous en avez 260 à Kigali. Personne n'en parle. Et voilà comment va être organisée l'opération turquoise. Est-ce qu'il y a une dernière carte, s'il vous plaît? Non, c'est terminé. Bon, à travers ce schéma,
vous avez clairement deux choses qui se dégagent, ou trois disons. La première, c'est que le groupe minoritaire Tutsi qui est au Rwanda a une puissance militaire, une puissance de feu qui est supérieure à l'armée gouvernementale. Deuxième chose, le groupe de population minoritaire Tutsi qui est resté au Rwanda est massacré à ce moment-là, et ceux qui sont censés être les défenseurs de la communauté Tutsi ne font rien, absolument rien, puisqu'ils arrivent à vider le pays de la majorité de la population, donc ils ont une capacité militaire de protection des populations civiles. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas pourquoi? Parce qu'ils ont besoin du massacre des Tutsis pour accéder au pouvoir. C'est cynique, mais c'est comme ça. C'est l'objectif de Paul Kagame. Et non seulement il a besoin de ça pour accéder au pouvoir, parce que c'est ça qui va légitimer son pouvoir, et surtout c'est ça qui va permettre à l'ensemble de la communauté internationale de se taire sur tout ce qui va se passer par la suite, parce qu'on dira que, eh bien, les Tutsis ont été victimes d'un génocide au Rwanda, donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de question à poser. Et vous voyez, l'autre élément, c'est que au même moment où tout cela se passe, vous avez des unités d'élite, des troupes des forces spéciales britanniques américaines qui sont en train de consolider le régime de la rébellion Tutsi à Kigali. Ils ne sont pas là pour sauver ni les Tutsis, ni les Hutus qui sont massacrés, etc. On est en train de consolider le pouvoir militaire d'un régime dangereux. Et puis la dernière chose la plus importante, c'est que on pousse, il y a une pression militaire qui va envoyer tous les réfugiés Hutus et l'armée Hutu vers le Congo, vers l'est du Congo. L'objectif, c'est que l'argument qui va être utilisé dès 1994 par Kagame, que la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, abrite sur son sol des gens qui ont commis le génocide au Rwanda et qui doivent être poursuivis et pourchassés. Résultat des courses, on va assister au premier bombardement de camps de réfugiés à l'est du Congo, où des femmes, des enfants, des bébés vont être bombardés, sous prétexte que tous ces gens collectivement sont considérés comme des planificateurs d'un génocide. L'une des rares personnes qui va élever la voix à ce moment-là, c'est la députée Emma Bonino, d'origine italienne, qui va être quasiment agressée par ses collègues au sein du Parlement. Parce qu'ils vont considérer que Mme Bonino se plaint des massacres dans les camps de réfugiés, en violation de toutes les conventions de Genève, mais que finalement, c'est peut-être que ces gens-là ont cherché, puisqu'ils ont planifié un génocide au Rwanda. Donc pendant toutes ces années, cet argument va revenir sans cesse comme un leitmotiv, permettant au Rwanda de rentrer sur le territoire congolais. Voilà le début de la mise en place du dispositif qui va permettre non seulement ce qui va devenir des actions de pillage au Congo, mais ce qui sera la base même de la conquête du territoire congolais par l'armée patriotique rwandaise. J'en viens donc au sujet qui nous intéresse, en particulier sur le rôle et l'action de l'Union européenne. Eh bien, pendant toutes ces années, je constate tout simplement que l'Union européenne est au courant de ce qui s'est passé. Mais on a créé un tribunal pénal international censé juger les criminels de guerre et les crimes contre l'humanité. Mais ce tribunal commence par arrêter uniquement les Hutus. Je vais en 2004-2005 rencontrer le procureur Carla Del Ponte à La Haye pour l'interroger, parce que j'avais déjà appris qu'il y avait une volonté de l'évincer de son poste de procureur parce qu'elle avait commencé à enquêter sur les crimes et les massacres qui avaient été commis par les rebelles Tutsis.
Je rencontre le procureur Carla Del Ponte à La Haye. Je souhaite d'abord que cette rencontre puisse se faire de façon discrète, mais le procureur refuse. Elle me demande de prendre un rendez-vous officiel, et ce n'est qu'après que je vais comprendre que le procureur ne voulait pas que les Nations Unies l'accusent de communiquer des informations confidentielles à la presse. Donc, elle me reçoit officiellement à La Haye et m'autorise à enregistrer nos échanges et notre conversation. Et le procureur Carla Del Ponte me dit clairement que lorsqu'elle avait décidé d'enquêter sur les massacres commis par l'armée patriotique rwandaise, notamment les massacres commis à l'est de la République démocratique du Congo, elle avait pu identifier à l'intérieur du Rwanda plusieurs sites et également à l'est du Congo. Et d'ailleurs, l'enquête qui avait été faite à l'est du Congo avait été faite par un Américain qui avait été mandaté pour mener des investigations à ce sujet. Et donc, le procureur Carla Del Ponte me dit qu'il s'appelle M. Gersony. M. Gersony devait fournir un extrait de son rapport au procureur Carla Del Ponte. Et Carla Del Ponte me dit, j'ai tout fait pour obtenir ce rapport. On m'a d'abord dit que ce rapport n'existait pas. Bon, à force d'insister, elle appelle M. Gersony. M. Gersony lui dit, le rapport existe, mais je ne peux pas vous le communiquer si les Nations Unies ne me donnent pas l'autorisation. Elle saisit donc personnellement Kofi Annan. Elle me dit, Kofi Annan m'a dit, niet, il est hors de question qu'on vous remette ce rapport. Mais quand on va évincer Mme Carla Del Ponte de son poste de procureur, l'argument officiel qui sera donné à la presse et à tout le monde, c'est elle a un surcroît de travail à la fois du tribunal pénal international pour le Rwanda et du tribunal de l'ex-Yougoslavie. Or, il se trouve que lorsqu'elle avait été nommée, on savait très bien qu'elle allait avoir en charge le tribunal de l'ex-Yougoslavie et le tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais finalement, Mme Carla Del Ponte me dit qu'elle est donc allée à Kigali voir M. Kagame pour lui dire que, bon, la compétence du tribunal pénal international s'étend du 1er janvier au 31 décembre 1994, c'est-à-dire qu'on enquête sur tous les crimes qui concernent cette période. Donc, et elle lui fait comprendre qu'elle a suffisamment d'éléments, d'arguments, de preuves que le Rwanda est impliqué dans des massacres où les membres de la rébellion ont commis également des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et Rwanda, M. Kagame lui répond que ce n'est pas pour enquêter sur les rebelles Tutsis qu'elle a été recrutée au sein du tribunal. Elle décide donc de poursuivre ses investigations, même si le Rwanda n'apporte pas son concours. Et c'est à la suite de cela que la Grande-Bretagne et les États-Unis décident, lors d'une réunion au Conseil de sécurité, de ne plus renouveler le mandat du procureur Carla Del Ponte. Et c'est donc à la suite de ces échanges avec le procureur que je commence à observer très attentivement le comportement de l'Union européenne par rapport à tout ce qui se passe et au Congo et au Rwanda. Et je me rends compte que non seulement on juge les Hutus exclusivement au tribunal pénal international pour le Rwanda, mais qu'au sein même des pays de l'Union européenne, on commence à arrêter des Hutus partout où ils sont en disant qu'ils auraient planifié un génocide en 1994. Ici même au Canada, on commence à pourchasser, à poursuivre des gens, à harceler un certain nombre de Hutus en disant que ces gens auraient été des acteurs importants de la planification du génocide. Mais tout cela pour éviter que l'on regarde progressivement l'action et les initiatives que le Rwanda est en train de porter sur le territoire congolais. 2001, lorsque le président Laurent Désiré Kabila est assassiné, un agent des services de renseignement rwandais déclare à la justice espagnole qui enquête aussi actuellement et sur les crimes commis au Rwanda et sur les crimes qui ont été commis au Congo. Et cet agent des services de renseignement dit clairement que le Rwanda a participé à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Au terme de cet assassinat,
on observe un élément, une situation très particulière. Au moment où les Congolais sont en train de se poser des questions sur les auteurs de l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila et la situation qui a pu provoquer tout cela, Joseph Kabila est quasiment imposé à la tête du pays. Il effectue très rapidement un voyage à Paris, accueilli chaleureusement par le président Jacques Chirac, et puis il effectue immédiatement un voyage à Washington, accueilli par George Bush. Pour quelle raison? Si les États-Unis sont dans la logique qui consiste à soutenir la rébellion Tutsi dans la région des Grands Lacs, et qu'ils veulent avoir le cheval de Troie du Rwanda à la tête de l'État du Congolais, les choses sont à peu près claires et compréhensibles. Mais je commence à m'interroger sur l'attitude de la France. Pourquoi la France, qui est vilipendée par le régime rwandais, qui est critiquée pour avoir soutenu des génocidaires, pourquoi la France va suivre les États-Unis dans le choix de placer Joseph Kabila au pouvoir? Et je découvre que finalement, la raison essentielle, c'est que les minerais de l'Est du Congo deviennent une préoccupation essentielle des États-Unis et que pour cette raison-là, on a besoin d'avoir une base arrière au Rwanda, un terrain sur lequel on peut préparer des opérations secrètes, des stabilisations d'un certain nombre de pays, mais également avoir quelqu'un à la tête de la République démocratique du Congo qui est le versant invisible de cet axe du bien qui est en train de se construire entre le Rwanda et Kigali. Au terme de cette situation, on voit en 2004, enfin dès 2002 déjà, l'Union européenne s'investir massivement en République démocratique du Congo en finançant la police, l'armée et surtout en prenant complètement en charge toute la période de transition. C'est-à-dire que l'Union européenne ouvre le portefeuille pour financer tout ce qui va se passer pendant la période de transition. Mais pour quelle raison? Est-ce que parce que l'Union européenne est attachée aux principes de défense des droits de l'homme ou aux principes de soutien à la démocratie qui font partie des programmes initiés par l'Union européenne? Eh bien non. Eh bien tout simplement, ils le font parce que on demande à Joseph Kabila que si il veut devenir président, il faut qu'il se taise sur toutes les incursions de l'armée patriotique rwandaise et du Rwanda à l'est du Congo. Évidemment, ce jeune homme qui fut taximan en son temps et qui a fait ses classes dans les forêts avec l'armée patriotique rwandaise, qui voit du jour au lendemain sa vie changer et devenir le successeur de celui qui fut le maréchal Mobutu et puis Laurent-Désiré Kabila, qu'on va lui donner cela sur un plateau d'argent sans effort particulier, eh bien l'appétit est tellement plus important qu'il décide de se soumettre au conseil ou en tout cas aux recommandations qu'on est en train de lui donner. Donc il accepte de se taire sur toutes les incursions rwandaises et les Congolais ne comprendront jamais pourquoi M. Joseph Kabila, censé être président de la République de son pays, se tait sur toutes les attaques portées par une force ou des forces étrangères. En fin de compte, je découvre donc dans les documents que j'ai reçus, parce que sur toute cette enquête, j'ai pu obtenir des documents à la fois de la Commission européenne, des documents internes et des documents confidentiels, mais aussi les rapports de mission de la plupart des diplomates et des experts de l'Union européenne. Mais j'ai aussi pu avoir des documents secrets du Conseil des ministres. Donc, l'une des instances stratégiques de l'Union européenne qui pense la politique étrangère de l'Europe à travers le monde. Et donc, c'est à travers ces deux organismes que j'arrive à obtenir le maximum d'informations pour comprendre comment pendant 10 ans le Congo va être mis sous la coupe de ce qu'on appelle la communauté internationale, avec
quelqu'un qui va quasiment devenir, à l'intérieur de l'Union européenne, le porte-parole du Rwanda sur la scène internationale, en la personne de M. Louis Michel. M. Louis Michel, commissaire européen, lorsqu'il arrive effectivement aux affaires en 2004, il prend quasiment position sur tout ce qui concerne le Congo. Il menace, pendant la même période, de ne pas accorder les crédits à la commission qui va se mettre en place au sein de l'Union européenne s'il n'a pas le contrôle du dossier de la RDC. Lorsqu'un diplomate allemand lui fait remarquer quand même que les rapports qui sont diffusés sur le rôle et l'action du Rwanda au Congo peuvent amener l'Union européenne à prendre des mesures, ne serait-ce que conservatoires, pour éviter que le Rwanda continue de se promener impunément à l'est du Congo, il fait savoir aux diplomates allemands que ce serait contre-productif puisque le Rwanda est devenu un paramètre de stabilité, ce sont ses propos, dans la région. Donc je découvre qu'effectivement, au-delà de la mise en place d'une armée, au-delà du financement de la police, le seul objectif était que Joseph Kabila devienne le cheval de Troie du Rwanda à la tête de la République démocratique du Congo et que pendant toute cette période, eh bien, il a respecté le deal qui a été fixé avec le représentant spécial de l'Union européenne, M. Adoyelo, l'émissaire du président rwandais, M. Sezibera, qui l'a rencontré à de nombreuses occasions, et Joseph lui-même. Donc, le silence que les Congolais vont observer pendant cette période, il est lié à cette île. Et donc, je disais qu'on ne peut pas comprendre pourquoi les fraudes massives des dernières élections au Congo, pourquoi personne n'a pris position par rapport à cela, si on ne comprend pas le deal qui a été noué dès 2006 avec celui qui est censé être le fils adoptif ou spirituel de Laurent Désiré Kabila. J'en terminerai sur une chose, c'est que l'introduction qui a été faite sur les multinationales qui opèrent au Congo, leur action est conjuguée aujourd'hui avec l'action des États, de certains États. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est le fait qu'on a le crime organisé qui est mêlé à ces actions et qui participe à faire taire toutes les personnes qui, au Congo, essayent de soulever le dossier du Rwanda. Vous aurez remarqué qu'au terme de tout cela, au moment même où le rapport des Nations Unies est publié, le énième rapport des Nations Unies est publié pour expliquer les liens entre le Rwanda, le M23 et les autres, eh bien les Nations Unies ouvrent la porte au Rwanda pour siéger au Conseil de sécurité. C'est quand même effarant. Et non seulement il siège dans des conditions particulières, mais le Rwanda va se retrouver juge et partie à chaque fois qu'il y aura des résolutions à prendre sur le Congo qui impliquent le Rwanda. Donc il n'y aura probablement aucune résolution qui va mettre le Rwanda en cause sur son rôle et son action à l'est du Congo. Les dernières résolutions qui ont été adoptées, vous aurez remarqué que le Rwanda n'est aucunement cité. Vous aurez remarqué également que les dernières décisions prises au sein du Conseil des ministres qui s'est tenu, le ministre des Affaires étrangères qui s'est tenu récemment à Bruxelles, le nom, en dehors des discours incantatoires sur l'action du M23, eh bien, le Rwanda n'est pas cité explicitement. Cela m'amène donc à dire que ce qui se passe actuellement à l'est du Congo, à défaut d'être un complot, ça y ressemble. Je vous remercie. En son sein. Voilà le résultat, voilà la réponse la plus simple
qu'on peut donner à son action au Congo depuis pratiquement plus de 10 ans. Si au terme de tous les rapports, écoutez, j'ai rencontré un haut fonctionnaire des Nations Unies en Afrique, je lui pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là avec le Rwanda et tout ce qui se passe à l'est du Congo? Il y a quelques années, vous étiez mobilisé pour attaquer l'Irak lorsque l'Irak avait envahi le Koweït. On a décidé de faire la peau à Saddam Hussein à ce moment-là. Qu'est-ce qui justifie la générosité avec laquelle vous accueillez le Rwanda, etc. Il me dit, monsieur Nana, les choses sont très simples. Quand vous voyez que notre propre institution se moque éperdument des rapports de nos propres experts, il y a là de quoi nous inquiéter. Donc ce qui est en cause aujourd'hui, c'est les minerais, c'est l'argent. Il n'y a que ça qui peut rendre les gens aussi aveugles et presque aussi irrationnels. Donc, si on enlève ce paramètre-là, je ne pense pas que le Conseil de sécurité est truffé d'imbéciles. Je ne crois pas non plus que l'ensemble des pays européens, y compris le Canada, qui a quand même, écoutez, le Canada a perdu ses compatriotes dans l'affaire du Rwanda. Le père Pina, le Kassimar ont été assassinés par les rebelles Tutsis. Mais le Canada s'intéresse d'extrader les Hutus. Et pas de demander la vérité sur l'assassinat de ses propres compatriotes. On est en pleine irrationalité si on se réfère à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'attitude des différentes juridictions de ce pays par rapport à une entreprise très importante. Donc, en dehors de l'argent et en dehors des minerais, je ne vois pas ce qui peut rendre les gens presque aussi stupides, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Pour ce qui concerne le soutien des Français aux Hutus, écoutez, c'est dommage que le président Mitterrand ait été atteint d'un cancer de la prostate et qu'il en soit mort. Je dis c'est regrettable parce que je ne suis pas sûr que la configuration aurait été celle-là. Le but de l'opération turquoise, contrairement à la campagne féroce et virulente qui a été faite, était d'empêcher que ce qui se passe aujourd'hui se passe. C'était la vision que Mitterrand avait de cette situation. Il était convaincu que dès lors où les rebelles Tutsis prenaient le pouvoir à Kigali, le Congo allait être exposé et que toute l'action de déstabilisation qui était derrière cette opération allait être mise à exécution. Et le président Mitterrand ne voulait pas de ça. On a considéré à l'époque que c'est parce qu'il voulait soutenir le maréchal Mobutu. On a dit qu'il soutenait le dictateur Habyarimana. C'était ces arguments qui ont été utilisés et le canal par lequel on était passé, c'était le canal des mouvements de gauche et d'extrême gauche, traditionnellement hostiles à l'impérialisme, au colonialisme. Mais ce que j'ai remarqué de façon étonnante, c'est que certains d'entre vous lisent le monde diplomatique, qui se proclament anti-américains, contre l'impérialisme des États-Unis. Pas une seule fois, vous avez lu un article ou des articles critiques sur l'action et le rôle du FPR dans la région des Grands Lacs. Mieux que cela, l'une des personnes les plus attitrées à parler de la crise des Grands Lacs dans ce dossier, Colette Bachmann. Colette Bachmann qui est réputée être pro-Tutsi. Comment voulez-vous, donc si vous voulez, le management qui a été fait par les soutiens américains et britanniques du FPR ont su par quel canal efficace toucher l'opinion et comment l'opinion allait relayer avec une efficacité redoutable la version qui était la leur. Donc du coup, vous vous retrouvez avec des militants de gauche et d'extrême gauche qui soutiennent la politique américaine sans s'en rendre compte dans le dossier du Rwanda et des Grands Lacs. C'est effarant, mais c'est bien fait.
moi j'ai toujours du respect pour un travail bien fait, même quand je ne suis pas d'accord avec lui. Ce n'est pas toujours le cas pour eux d'ailleurs. Alors, la comparaison des leaders africains, pour revenir en fait à la comparaison que moi j'ai notée, c'est le dossier de la Côte d'Ivoire et du Congo. Ça, c'est très intéressant. Je me souviens que lorsque je faisais la conférence en Suisse sur le dossier de la Côte d'Ivoire, mais les Congolais m'ont posé la question de savoir, mais au fait, c'est quoi l'histoire de M. Ouattara? Je leur ai dit que Ouattara, c'est Joseph Kabila sans les diplômes. Et finalement, quand vous regardez le scénario, il est le même. On a diabolisé M. Laurent Gbagbo en disant qu'il avait des escadrons de la mort, il était en train de... C'est de la même façon que M. Abiyarimana avait été diabolisé. Et au moment de remplacer M. Gbagbo, on a commencé par prendre des sanctions contre lui, en nous disant d'ailleurs qu'on a essayé de geler ses avoirs aux États-Unis, en Europe, mais quelques années après, M. Gbagbo n'a même pas une chambre de bonne à Paris ou à Washington. Mais où sont ces avoirs-là? Jusqu'à ce jour, on ne parle pas d'ailleurs de la Cour pénale internationale, qui n'a pas la réputation d'avoir la sympathie pour M. Gbagbo, a déclaré elle-même qu'il était indigent. Donc, mais par contre, beaucoup de gens ont retenu, peu de gens ont entendu qu'il était indigent, et tout le monde a retenu qu'on avait gelé ses avoirs, et personne n'est revenu dessus, pour nous dire quels étaient ses avoirs. Et donc, si vous voulez, la comparaison est extraordinaire, parce que pour mettre à la tête de la Côte d'Ivoire quelqu'un qu'on ne voulait plus voir, on est allé chercher quelqu'un qui était un étranger, et on est venu imposer à la tête du pays en faisant comprendre que, eh bien, il y avait eu un problème avec les élections. Et c'est de la même manière qu'après avoir organisé l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, on est allé chercher quelqu'un dont on savait pertinemment qu'il était étranger, et on a installé à la tête du Congo. Et je disais qu'à Ottawa, effectivement, les Congolais ont eu tort de se taire au moment où les choses étaient en train de se passer, parce que c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu soulever le problème des origines. Le démembrement, la balkanisation, etc., on revient à l'actualité. Bon, on a appris depuis plusieurs jours, on a vu le discours, le glissement perfide du discours du M23, qui était censé être, dès le départ, une contestation de la légitimité de Joseph Kabila, portée sur les élections. Il y a quelques jours, quelques heures, le M23 demande l'administration de Goma. On n'est plus dans le calendrier ou l'agenda de la contestation de la légitimité du pouvoir de Kinshasa. Sauf si, effectivement, il y a un lien entre le fait de céder l'administration de Goma et maintenir Joseph Kabila aux affaires. Dans ce cas, le problème de la contestation de la légitimité de Kabila lors des dernières élections peut être considéré comme une menace du M23 pour pouvoir avoir en échange l'administration de Goma. Mais quand il demande l'administration de Goma, il ne s'agit pas simplement de Goma. À mon avis, il s'agit de la demande de pouvoir contrôler l'ensemble du Nord Kivu et surtout d'avoir la possibilité de maintenir le Rwanda dans ses positions actuelles et puis d'entretenir la relation étroite entre le M23 et le Rwanda. Bon, donc tout cela en réalité, à mon avis, relève d'une discussion que le gouvernement de Kinshasa est censé avoir avec le Rwanda, et c'est peut-être pour cette raison qu'on leur a suggéré d'aller discuter à Kampala.
tout cela est un peu grossier. Je ne pense pas que on trouvera une solution en faisant asseoir 3 chefs bandits ensemble, en leur demandant de discuter entre eux sur le résultat de la prédation qui est en train de s'effectuer à l'est du Congo sur le dos des Congolais. Je pense que ce n'est pas très sérieux et que surtout ce n'est pas vers cette voie que les Congolais ont envie d'aller. Mais ce qui est quand même important, c'est qu'on constate à travers cette situation qu'on est en train de prendre les Congolais pour des plaisantins. On prend vraiment les Congolais pour des imbéciles en leur disant, bon écoutez, finalement, le problème a peut être réglé. Il y a eu combien de négociations avec le Rwanda, avec l'Ouganda, etc. Ils ont même accouché à Sun City d'un monstre politique qui n'existait dans aucun pays du monde, où on a mis un président avec 4 vice-présidents. On ne savait pas très bien ce que faisaient les 4 vice-présidents, mais comme tous étaient les uns et les autres chefs de milice, on a demandé que, pour faciliter la cohabitation entre le grand chef de milice et les autres petits chefs de milice, on a essayé de croire que la cohabitation allait être pacifique. Elle n'a jamais été pacifique. Et donc finalement, on est arrivé à éliminer tous les autres, ce qui me permet effectivement de répondre à la question qui est en relation, s'il y a une relation entre l'affaire Jean-Pierre Bemba et le maintien de Joseph Kabila au pouvoir, évidemment. Bon, j'ai retrouvé dans les rapports de l'Union européenne le fait, par exemple, que lorsque un diplomate britannique vient rencontrer tous les potentiels candidats, Jean-Pierre Bemba commence à parler avec un peu de fougue de l'invasion du Rwanda, etc., etc. Bon, le diplomate l'écoute gentiment, comme tout gentleman britannique. Il écoute et puis il le remercie pour cet aimable échange et il demande d'aller rencontrer M. Ponda pour pouvoir discuter avec lui, et après il fait un voyage à Kigali pour aller ficeler le dossier. Donc évidemment M. Jean-Pierre Bemba était un candidat intéressant pour les Congolais, en tout cas dans le contexte ou la configuration qui était celle de l'époque, c'est-à-dire qu'on aurait préféré, il y avait 2 candidats intéressants, il y avait Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba. Mais Tshisekedi a demandé de boycotter les élections, donc son cas était réglé. Quoique au sein de l'Union européenne, on trouvait que cette attitude était un peu excessive et qu'il fallait quand même qu'il participe aux élections pour donner l'impression qu'on avait affaire à une élection démocratique. Mais pour Jean-Pierre Bemba, la menace était réelle, c'est qu'il pouvait être élu. Il avait de fortes chances d'être élu. Parce que les Congolais, à ce moment-là, auraient préféré le pire des Congolais que vous pouvez trouver, et surtout pas Joseph Kabila. Et donc, toute la stratégie a consisté à se débrouiller, vous vous souvenez tous, du débat sur un tour ou 2 tours. Si c'est un tour, si ça passe un tour, eh bien Joseph Kabila en tête et on n'en parle plus. S'il y a 2 tours, ben écoutez, qui va être au 2e tour? Donc finalement, ils se sont organisés pour que non seulement Jean-Pierre Bemba soit plus ou moins disqualifié, mais pour ne pas en rester là, parce qu'il avait également une puissance militaire, il fallait définitivement le neutraliser en l'accusant dans une affaire qui se serait déroulée en République centrafricaine pour le transférer devant la Cour pénale internationale. Un bel artifice juridico-politique qui a permis d'éliminer un candidat gênant dans une élection présidentielle. Donc, toutes ces institutions, la prolifération des institutions judiciaires aujourd'hui en Afrique, vise comme ça à disqualifier des gens comme Gbagbo, comme Tadou. Donc, effectivement, pour que M. Joseph Kabila reste tranquille à la tête du pays, il fallait enlever celui qui pouvait être un candidat intéressant pour les Congolais et surtout qui aurait pu éviter des protestations. Parce que si Jean-Pierre Bemba était resté avec sa puissance de frappe, il aurait peut-être contribué à déstabiliser le régime de Kabila. Donc, la communauté internationale ne voulait pas de ce schéma, ne voulait pas de cette situation, donc on l'a envoyé au frais pour qu'il reste tranquille et un peu plus sage que d'habitude dans cet endroit. Alors, que doit-on faire quel soutien, qu'est-ce que les Congolais peuvent faire, etc., face à tout ça? Écoutez, les Congolais font beaucoup de choses déjà.
je ne sais pas de quels Congolais on parle, mais les Congolais qui sont à l'extérieur, je crois que depuis à peu près 4-5 ans, il y a une grande émulation dans la communauté congolaise d'intersport. En Europe, ils mènent des actions comme ils peuvent, ils font tout ce qu'ils peuvent, et puis la description des initiatives que nous avons vues en début d'intervention montre que effectivement le fait de pouvoir opérer ici sur le territoire canadien, aux États-Unis ou ailleurs, à travers les actions de ces multinationales, qui me permet en même temps de répondre à la question sur les initiatives, ce sont des initiatives intéressantes. Mais elles ne sont pas, à mon avis, suffisantes. C'est-à-dire qu'il faut que et ça revient un peu à l'organisation stratégique des associations congolaises. Il faut que les associations congolaises, enfin je pense, doivent conjuguer leurs efforts en mettant un peu en retrait la visibilité personnelle de quelques individus. Parce que c'est un handicap sérieux, parce que quand vous avez une plateforme comme le Congrès, comme le mouvement des femmes, etc., il est utile que les représentants de ces structures ne soient pas nécessairement les choses les plus importantes, qui généralement attisent un peu des tensions, des conflits, et finissent par tuer effectivement les belles idées. Il est peut-être intéressant que les gens se mettent en retrait et qu'ils fassent valoir d'abord les projets et qu'ils fassent valoir les objectifs de la libération du territoire national. À partir de ce moment-là, vous pouvez aller vous battre à Kinshasa pour savoir qui va être chef de tel ou tel machin. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est effectivement que les plateformes associatives se mobilisent pour travailler en synergie avec les associations locales, parce que les associations locales ont besoin de relais extérieurs. Et les associations extérieures ont besoin de relais intérieurs. Donc s'il y a une véritable synergie qui est créée avec les soutiens que vous avez ici, avec le monde syndical et toutes ces structures-là sont là pour apporter une plus-value à votre travail. Mais leur travail ne peut être efficace que parce que le vôtre est performant. S'il n'est pas performant, vous pouvez avoir tous les soutiens que vous voulez en Occident, ça n'aboutira pas à grand-chose. Parce que ceux qui sont en face de vous sont très structurés, ont énormément de moyens financiers, et puis ça ne coûte pas grand-chose d'aller voler quelques grammes de coltan, de les vendre au marché noir à Kigali, et puis d'arroser un peu quelques journalistes et quelques journaux qui gardent le silence sur vos actions. Donc à partir du moment où vous arrivez à développer des synergies, des actions complémentaires et redoutablement efficaces, vous allez vous rendre compte que cette grosse machine ce pachyderme politico-mafieux qui a l'air redoutablement efficace, a quelque part des zones de fragilité. Et l'une des meilleures preuves, c'est que lorsque j'ai trouvé l'idée excellente d'aller demander des remboursements collectivement, si vous avez 10 000 personnes, enfin pas 10 000 personnes, mais si vous avez 1000 personnes qui viennent demander un remboursement dans un magasin, ça fait quand même un peu désordre pour l'image du magasin et pour l'image de la boîte qui vend des objets. Donc je pense effectivement que c'est une idée très intéressante qu'il faut creuser, mais il y a une multitude de choses de ce genre qui peuvent être faites en même temps que l'action des combattants, voyons. Parce que on a l'habitude un peu de prendre les combattants de haut en disant qu'ils mènent des actions folkloriques. Mais c'est quand même grâce à ces actions folkloriques que de temps en temps on parle du Congo. Donc c'est un mal nécessaire. Puisque vous parlez en civilisé, on ne vous écoute pas. Le nombre de mémos qui ont été envoyés à l'Union européenne pour discuter de la situation à l'Est, le cabinet de Mme Ashton n'a même pas pris la peine d'y répondre. Mais quand les combattants ont commencé à mener des opérations commando ici et là, bon, je pense que petit à petit, ils se sont rendus compte que ça commençait à devenir sérieux. Ça devient sérieux quand, effectivement, vous imposez un rapport de force, comme vous dites, monsieur, et je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors là, on arrive au point sur quelle forme d'initiative juridique il faut prendre. La question est claire et imparable. Il faut faire enlever le fils du monsieur qui est décédé. Bon.
pas en train de faire un appel au coup d'État, je ne suis pas partisan des méthodes illégales, je défends la légalité, mais en tout cas, quand on a installé quelqu'un de façon illégale, vous pouvez le faire partir dans des conditions légales. Donc, par exemple, de demander qu'il y ait un référendum des Congolais pour savoir s'il légitime celui qui a été désigné par la communauté internationale lors des dernières élections, ce ne serait pas une mauvaise chose. En essayant de veiller à ce que tous les députés ne soient pas achetés au marché noir et que finalement le peuple congolais à l'étranger, la diaspora, puisse se prononcer. Si possible, en demandant des observateurs de l'Union européenne, du Canada, pour venir superviser le référendum dans lequel des Congolais pourraient effectivement participer, parce que il n'est pas interdit que dans une mission d'observateurs européens, on est quand même un peu quelques Congolais qui peuvent permettre aux Européens d'avoir une connaissance sociologique de ce qui se passe. Bon, ça paraît un peu comme ça, mais ce sont des initiatives qu'il faut envisager. Hein. Et puis, l'autre question, c'était sur la MONUSCO. Alors, quelle attitude à avoir face à la MONUSCO? Mais la pauvre MONUSCO, voyons, la MONUSCO, finalement, ils sont comme vous, ils sont devenus victimes dans cette histoire. En fait, au début, on a désigné la force de maintien de la paix, la MONUC, pour pouvoir essayer d'éviter le pire au Congo, mais sans donner les moyens nécessaires pour agir. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça devient une tradition au sein du Conseil de sécurité. C'est-à-dire qu'on envoie les casques bleus et on prive les casques bleus d'avoir les moyens juridiques pour pouvoir mener des actions de façon importante. Et j'ai remarqué que lorsque la MONUSCO avait fait des rapports aussi bien à l'Union européenne qu'aux Nations Unies, c'est-à-dire que, bon, ils sont tombés nez à nez à tel endroit avec les troupes rwandaises qui étaient là en train bon, ils n'ont pas dit qu'ils faisaient des trafics, mais enfin, ils avaient un comportement équivoque. Bon. Et que, bon, ce comportement équivoque était de nature, quand même, à amener la communauté internationale à se prononcer. Et bien Kagame, à travers son ministre des Affaires étrangères, M. Charles Mourigandé, menace directement la MONUSCO en disant que ça devient inacceptable, qu'on accuse le Rwanda. Et d'ailleurs, ils vont plus loin, ils disent que ils ne comprennent pas pourquoi la MONUSCO, chaque fois qu'ils rencontrent des Congolais rwandophones, ils commencent à soupçonner que c'est le Rwanda. Donc moi j'aimerais savoir comment ils savent, eux, étant à Kigali, que les gens que la MONUSCO a rencontrés sont des Congolais rwandophones. Sauf si ces rwandophones sont en contact permanent et régulier avec les autorités rwandaises. En leur disant de temps en temps, ils nous voient et ils pensent effectivement que c'est... Bon, donc cette situation fait que même la MONUC et la MONUSCO ne sont plus crédibles dans leurs propres investigations sur le terrain. Et pourquoi? Je dis qu'ils sont un peu victimes comme les Congolais, c'est que voilà des gens qu'on a mis sur le terrain pour se donner bonne conscience, en essayant, puis parfois, pour simplement justifier les budgets. Il y a beaucoup d'argent aux Nations Unies, ce n'est pas inintéressant d'appeler des Bangladeshi, le Rwanda, par exemple, ils envoyaient Darfour, ils envoyaient des chèques, il y en a qui construisent des maisons et avec le coltan du Congo et avec les salaires des Nations Unies. Donc en quelque temps, vous risquez d'avoir beaucoup de Rwandais qui vont venir acheter, en plus d'avoir volé le coltan au Congo, à venir acheter des immeubles à Kinshasa en disant qu'ils se sont enrichis en travaillant durement. Je pense qu'on peut dire tout simplement que dans ce grand cirque, eh bien, les Congolais ont une seule chose à faire, utiliser la première phrase de l'hymne national. Et puis, qu'ils voient les Congolais debout, partout. Partout. Et je pense que, en voyant les Congolais debout partout, ils seront obligés, peut-être à un moment donné, de peut-être ne pas se coucher, mais courber un tout petit peu.